Ce jour-là, mon ami Oliver m'a traîné dans un restaurant pour rencontrer un riche homme d'affaires qui avait de l'argent à investir dans notre start-up. L'homme d'affaires a accepté de nous accorder 5 minutes. Nous avions l'air des gens riches, costumes chics, montres de luxe. Nous avons commandé les plats les plus chers du menu. Mais tout était faux. Les montres étaient des répliques et les costumes étaient loués. Oliver a mis en gage la bague de sa grand-mère pour qu'on puisse dîner ici. On va se faire démasquer, c'est sûr. L'homme d'affaires ne s'est toujours pas montré et j'étais sur le point de partir quand une fille est venue à notre table. Comme elle était jolie! Il s'est avéré que nous avions été réservés à la même table par erreur. Oliver a immédiatement invité la fille à se joindre à nous. Elle a dit oui. Je n'ai pas eu de relation agréable avec une fille depuis longtemps. Alors, et si c'était ma chance? Elle s'appelait Harriet. Elle devait dîner avec un ami, mais elle vient d'annuler leur rendez-vous. Nous avons discuté et pour ne pas perdre la face, j'ai dit que je venais dans ce restaurant constamment, que j'étais allé dans une bonne université et que nous avions notre propre entreprise qui rapporte beaucoup d'argent. Vous aurez dû voir la tête d'Oliver. J'avais tellement l'habitude de jouer à un type riche que je ne me reconnaissais pas. À la fin de la soirée, j'étais tellement emballé que j'ai demandé à Harriet de me rencontrer à nouveau et elle a accepté. Et le type riche ne s'est pas présenté à la réunion. Alors, il semblait qu'il n'allait pas du tout perdre son temps avec nous. Sur le chemin du retour, Oliver n'a pas cessé de parler de l'entreprise et du fait que nous pourrions le faire sans être riches, que notre projet commencerait bientôt à rapporter de l'argent. Mais bien sûr, je ne l'ai pas écouté, je n'ai pensé qu'à elle. Oliver comprenait tout grâce à mon sourire stupide et il a immédiatement mis fin à mon excitation. Une fille magnifique a des demandes magnifiques, a-t-il déclaré avec assurance. Et malheureusement, il avait raison, car je lui ai menti sur tout. Je n'ai pas de compte bancaire, pas d'éducation. La seule chose que j'ai, c'est notre start-up. La date était fixée au lendemain, mais je n'allais pas reculer. Quoi qu'il en soit. Quand je suis rentré à la maison, ma mère dormait déjà. J'ai emménagé avec elle quand sa santé s'est détériorée. Les médecins ont dit qu'elle avait besoin d'une greffe de rein. Après la mort de mon père, j'ai pris soin d'elle et j'ai voulu la rendre heureuse. Nous avons vendu presque tout, mais nous avons fini par réunir la somme nécessaire. Il n'y a plus qu'à patienter jusqu'à l'opération. Aussitôt, Harriet m'a envoyé un texto. Elle m'a remercié pour le dîner et m'a dit qu'elle aimait les homards. J'ai mis la barre trop haute. J'ai commencé à fouiller partout à la recherche d'un objet qui pourrait être vendu rapidement. Je suis tombé sur une boîte contenant la réserve de ma mère pour l'opération. Non, arrête! L'idée de prendre de l'argent de là était très mauvaise. Et j'espère qu'Harriet ne m'aime pas seulement parce que je suis, soi-disant, un mec riche. Le lendemain, j'ai emmené Harriet au parc et lui ai offert un bouquet de marguerites. Elle m'a demandé « C'est une blague ?» Harriet était prête à partir et j'avais peur. J'ai menti en disant que c'était un canular et que le vrai rendez-vous serait dans mon restaurant préféré. Nous avons pris un taxi et j'ai inventé une excuse pour m'arrêter près de chez moi. J'ai dit que j'aidais les pauvres et que je devais aller voir l'un d'entre eux. Harriet a dit que j'étais très gentil, mais qu'elle préférait attendre dans la voiture. Ouf! C'est pas passé loin. Je suis allé à l'appartement et j'ai cherché la cachette dans le placard. Je te rembourserai. Honnêtement, j'espère que maman ne remarque rien. Au restaurant, Harriet m'a remonté le moral et j'étais très heureux. Les jours passaient, Harriet était vraiment heureuse parce que je lui donnais toujours des cadeaux coûteux. Une semaine plus tard, elle a commencé à m'inviter à traîner avec ses amis riches. Le monde riche m'a rendu aveugle. Mais je continuais à penser que l'argent s'épuisait. Un jour, Oliver m'a appelé et m'a dit que nous étions enfin riches. Bien sûr, il plaisantait, mais oui, la start-up a reçu le premier argent, ce qui signifie que je vais rendre tout ce que j'ai pris dans la réserve de ma mère. Mais toute ma part des bénéfices a dû être dépensée pour acheter un bracelet coûteux pour Harriet, qu'elle a supplié le jour même. Elle était ravie, et à la fin de la soirée, elle m'a invité à un dîner de famille. Elle m'a dit qu'elle avait de sérieux sentiments pour moi, ce qui signifiait qu'il était temps de rencontrer ses parents. Waouh! Je commençais à croire qu'elle n'était avec moi que pour l'argent, mais apprendre à connaître ses parents est une étape importante, une telle confiance. Le jour J est arrivé. Je ne savais pas comment me mettre. Je pensais qu'il me démasquerait en un clin d'œil. Au final, cela s'est avéré bien pire que ce que j'avais imaginé. Tout d'abord, sa famille vivait dans un manoir où je me sentais mal à l'aise. Et deuxièmement, son père m'a immédiatement inondé de questions. Où j'étudiais, pour qui je travaille, ce que je fais dans la vie. J'ai dû répéter le mensonge habituel. Sortant d'une université prestigieuse et je travaille sur un projet réussi, la mère d'Harriet m'a tout de suite apprécié. Mais son père m'a regardé d'un air soupçonneux. Après le dîner, Harriet m'a montré la maison. Son père avait un bureau chic. Nous avons parlé dans les luxueuses chaises et pour la première fois ce soir-là, je me suis un peu détendu. Soudain, Harriet s'est levée et est allée au coffre-fort. Elle m'a demandé de me taire. Elle allait emprunter de l'argent à son père. Si je comprends bien, son père n'a pas gâté Harriet avec de l'argent, alors elle l'a volé de temps en temps. Quelle situation familière.
Je les regardais composer les numéros du coffre avec crainte. C'est étrange qu'une si grande quantité d'argent soit conservée sous le code PIN 1111. Lorsque nous avons dit au revoir aux parents de Harriet, son père m'a pris à part et m'a demandé si je lui avais préparé un cadeau. Son anniversaire approchait. J'ai immédiatement menti en disant que j'avais un collier avec de gros rubis. Par chance, Harriet a entendu cela et a commencé à me remercier. Qu'est-ce que j'ai fait? Où vais-je trouver l'argent? J'étais aussi sombre qu'un nuage quand je suis rentré chez moi. Et puis, ma mère a décidé de m'achever complètement. Elle sera opérée dans 2 jours. Le médecin a appelé et a dit qu'il y avait un endroit libre. Ils avaient juste besoin de son consentement. Maman était si heureuse. Elle a commencé à me serrer dans ses bras, mais j'ai craqué sur elle. Cette stupide opération était complètement inutile. Ma mère m'a demandé ce qui n'allait pas, mais j'ai marmonné que tout allait bien et j'ai couru dans la chambre. Je n'arrivais pas à dormir cette nuit-là. Comment pourrais-je obtenir l'argent en 2 jours? Il était inutile de demander à Oliver, puisqu'il rendait les consignes des bouteilles pour acheter des nouilles pour lui-même. Le lendemain matin, je suis allé dans plusieurs banques, mais aucune ne voulait accorder un prêt à un gaillard à la démarche bizarre. J'étais tellement désespéré que j'ai même envisagé de voler une banque. Arrête. Le riche père d'Harriet ne remarquera même pas si quelques milliers de dollars pathétiques disparaissaient de son coffre-fort. Le coffre est plein d'argent et je me souviens du code. Pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? J'ai commencé à préparer le cambriolage. J'ai fait un masque avec le chapeau et j'ai trouvé comment contourner les caméras et la sécurité. Cette nuit-là, je suis allé chez Harriet. La chance était de mon côté. J'ai attendu que 2 hommes de moins s'éloignent du mur et j'ai sauté par-dessus. Et pourtant, il y avait un sacré colosse avec une massue. Mon cœur a failli sauter de ma poitrine. Dès qu'il est parti, j'ai couru vers la porte d'entrée. Le bureau était au 2e étage où j'ai rampé sur la pointe des pieds. Mes mains tremblaient d'excitation lorsque j'ai tapé le code du coffre-fort. C'est ça, Steve. Il n'y a pas de retour en arrière. Maintenant, tu n'es pas seulement un menteur, mais aussi un voleur. Quand le coffre a été ouvert, j'ai rapidement mis l'argent dans mes poches et je suis sorti dans les escaliers. J'allais descendre au 1er étage, mais le père de Harriet se tenait juste à côté de moi. Bon sang! J'ai essayé de me glisser devant lui, mais il a entendu mes pas et m'a remarqué. Le vieil homme a essayé de s'emparer de moi et a retiré le masque. Je me suis précipité avec crainte et je l'ai frappé à l'épaule. Pas intentionnellement. Dans la seconde qui a suivi, il est tombé la tête la première. Soudain, j'ai entendu un craquement. Je voulais voir s'il allait bien, mais je n'avais pas le temps. Je risquais d'être pris et je me suis enfui. Sur le chemin du retour, je me suis dit qu'il s'était juste blessé et que rien de terrible ne lui était arrivé. Mais je me suis fait prendre. C'est sûr, il a vu mon visage et a dû me reconnaître. Harriet m'a appelé le lendemain matin. Elle a beaucoup pleuré et m'a dit que son père avait été attaqué pendant la nuit. Mon cœur a sauté un battement et mes mains ont tremblé sous le choc. S'il avait raconté ce qui s'est passé. Je lui ai demandé nerveusement si les caméras avaient filmé l'agresseur. Mais j'ai eu de la chance, car elle a dit que l'intrus n'a pas pu être identifié et que son père était dans le coma et les médecins sont optimistes sur son état. Mon Dieu, quelle chance j'ai! Si seulement il savait que son père était dans le coma à cause de moi. J'avais tellement peur que j'ai même pensé à me rendre à la police. Mais je savais que cela ne ferait qu'empirer les choses pour tout le monde. Je dois attendre que le père d'Harriet se réveille. Et s'il ne se souvient de rien, tout sera comme avant. L'opération de ma mère a réussi. Elle n'a pas remarqué la perte d'argent. Nous voulions cela depuis si longtemps et je ne pouvais même pas être heureux pour ma propre mère. Oliver et moi gagnions déjà beaucoup d'argent dans notre entreprise et en quelques jours, j'avais tranquillement rendu l'argent volé au coffre-fort du père de Harriet. J'étais sur les nerfs pendant quelques semaines. Je voulais qu'Harriet me laisse tranquille, mais dans une situation aussi difficile, elle avait besoin de soutien et de cadeaux, encore une fois. Et puis le père de Harriet s'est réveillé. Je ne voulais pas du tout aller le voir. Mais Harriet m'a dit qu'il n'avait pas les idées claires et qu'il ne parlait pas en ce moment. Elle m'a demandé de venir. J'ai accepté. Son père avait l'air mal en point. Il pouvait à peine respirer, mais il a quand même trouvé la force de s'asseoir et de pointer un doigt vers moi en chuchotant « Toi !» Par chance, il n'a pas eu le temps de terminer. Ses yeux ont roulé en arrière et sa bouche a moussé. Les médecins se sont empressés de les réanimer. Alors que nous étions assis dans la salle d'attente, Harriet attendait anxieusement que son père aille mieux et j'ai su que j'étais fini. J'avais besoin d'une distraction, alors j'ai suggéré un encas. Je nous ai acheté des sandwichs et du café instantané au distributeur. Le dernier dîner en liberté. Harriet a encore fait des siennes et a dit avec fierté qu'elle ne mangeait pas de gluten. Qui en douterait? Soudain, le médecin est sorti de la pièce et a regardé Harriet avec tristesse. Il ne pouvait rien faire. Harriet se glissa sur le sol et sanglota. À ce moment, sa mère s'est précipitée à l'hôpital. Elle a couru vers sa fille et a commencé à la calmer. 2 états se disputaient en moi. Je me détestais pour ce que j'avais fait. Même si c'était un accident, j'ai tué un homme. Bien que, d'un autre côté, il était difficile de contenir ma joie, car personne ne connaîtrait mon terrible secret. J'ai jeté un dernier regard sur la pauvre Harriet et j'ai quitté l'hôpital. C'était la fin. Nous ne nous sommes plus jamais revus. Je suis allé trop loin pour elle. Pathétique que je suis, j'étais assis dans l'un des casiers des vestiaires des filles, filmant Stacy avec mon téléphone.
La beauté régnante de l'école, je n'ai aucune chance, mais j'ai rêvé toujours de sortir avec elle. Il était dommage que Stacy ait changé trop rapidement et était sur le point de partir avec les autres pom-pom girls. Mais maintenant je peux enfin bouger, mon dos me fait terriblement mal, tout le monde est parti. J'ai poussé la porte du casier mais ça n'a pas bougé. J'ai frappé à la porte pendant 20 minutes de toutes mes forces jusqu'à ce que je fusse complètement épuisé. Et puis j'ai été submergé par la panique. La porte était fermement bloquée, je crois que je suis coincé dans les vestiaires des femmes. Une crise de panique m'a frappé, c'est vendredi, tout le monde est parti. Personne ne sera là pour les 2 prochains jours. Je vais mourir de faim et de soif. Ensuite, j'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai essayé d'appeler un ami. Mais il n'y avait pas de connexion dans cette boîte en fer. J'ai commencé à sentir frénétiquement les étagères du casier. Bingo! J'ai trouvé une lime à ongles et forgé la serrure avec elle. Elle a commencé à s'ouvrir, mais la lime a soudainement glissé à travers la fissure et a claqué sur le sol. À ce moment précis, quelqu'un est entré au vestiaire. C'était Olivia, la fille effrayante du directeur qui m'envoie des cartes pour la Saint-Valentin depuis la première année. Mais bon sang, j'étais contente de la voir aujourd'hui. Elle est ma chance de sortir d'ici, elle ne va pas me dénoncer. Je voulais l'appeler, mais Olivia a regardé autour d'elle et est allée au casier de la jolie Stacy. Elle a habilement cassé la serrure avec une épingle à cheveux. La fille du directeur s'est avérée une voleuse, waouh! J'ai essayé de voir ce qu'elle faisait, mais à ce moment-là, j'ai heurté le mur du casier. Olivia a commencé par surprise et a demandé qui était là. Je lui ai immédiatement demandé de me libérer. Un peu décontenancée, Olivia est allée au casier et a commencé à l'ouvrir. Cette fois, elle ne pouvait pas l'ouvrir aussi facilement. Enfin, la serrure a cliqué et le casier s'est ouvert. Il me semble que quand elle m'a vu, Olivia a même rougi. Elle ne s'attendait pas à ce que ce soit moi, mais au moment où j'essayais de sortir, j'ai remarqué qu'elle m'enregistrait au téléphone. À quoi ça sert? Tout le monde dans cette école va voir cette vidéo si tu ne vas pas m'aider. A-t-elle répondu. Olivia, qu'est-ce que tu veux de moi? Olivia a dit que nous ne pouvions pas aller à la sortie principale pour le moment. Parce que les caméras nous attraperaient et c'est une vraie preuve. Arrêtez, alors ce qu'elle fait est complètement illégal. Olivia a poursuivi. Nous devons descendre par le tuyau d'évacuation pour que personne ne nous remarque. Olivia, t'as perdu ta tête! J'ai dit que c'est trop, je ne le ferai pas. Mais Olivia m'a montré une vidéo de moi assis dans un casier avec un visage stupide et un bras autour d'un soutien-gorge poussiéreux. Elle ne semblait pas du tout plaisanter. J'ai regardé par la fenêtre, j'ai regardé le tuyau, il était vieux et rouillé. Il n'inspirait pas du tout confiance. Tu vas d'abord vite, dit Olivia. Je ne savais pas ce que je faisais et je n'ai pas remarqué comment j'étais à l'extérieur avec mes bras enroulés autour du tuyau. Il y avait 5 étages sous les pieds, un mouvement et c'est parti. Dans quoi est-ce que je me suis engagé? Quand mes pieds ont touché le sol, je ne pouvais pas croire que nous l'avions fait. Quelques secondes plus tard, Olivia est descendue. Alors maintenant, j'ai accompli ton plan. J'ai laissé échapper. Presque, dit Olivia. Il ne reste qu'une petite chose, tu dois aller chez Stacy et lui parler pendant environ 10 minutes. Mais Stacy est la fille dont je rêve. J'ai été abasourdi. Quelle est cette absurdité? Elle ne m'écoutera même pas. Olivia, qu'est-ce que tu fais? Elle s'est tenue ses près, elle m'a regardé comme que j'ai même pensé qu'elle voulait à nouveau me dire qu'elle m'aimait. Mon Dieu, Olivia, c'est pas le bon moment. Mais elle s'est éloignée et m'a juste rappelé de me dépêcher. Si nous sommes en retard, tu sais quelles seront les conséquences, a-t-elle rajouté. Nous avons marché jusqu'à la maison de Stacy en silence. Je ne savais toujours pas quoi dire à la fille à qui je voulais parler tous les jours. Peut-être que je devrais juste faire semblant de sonner à la porte et mentir que personne n'était à la maison. Mais Olivia a semblé lire mes pensées et a dit qu'elle me regardait du coin de la rue. Arrivé à la maison, je montai timidement les marches et sonnai la cloche. Olivia a fait le tour de la maison et s'y est cachée. Stacy a ouvert la porte et m'a demandé ce que je faisais là-bas. J'ai hésité, mais j'ai remarqué qu'Olivia essayait de grimper par la fenêtre du premier étage. Stacy a dit que si je venais juste pour rester là, je pourrais le faire de l'autre côté de la rue. Oh la honte. J'ai donc commencé à dire n'importe quoi sur un projet de biologie à faire avec Stacy, planter des graines d'espèces rares, puis surveiller leur croissance. Stacy m'a regardé comme si j'étais un idiot et a dit que j'étais moi-même une espèce rare et que j'avais besoin de voir un médecin. Pendant que je disais encore cette absurdité, j'ai remarqué qu'Olivia revenait. Ouf, Dieu merci, Stacy ne s'est pas retournée. Je viendrai une autre fois, dis-je rapidement. Je me suis retourné et j'ai fait le tour de la maison où Olivia m'attendait. J'avais envie de crier mais je pouvais pas faire de bruit. Et j'ai juste dit que je la détestais pour me faire passer pour un idiot devant mon béguin. Olivia m'a regardé et a dit « Tu me détestes ?» Elle soupira et dit que nous détestons souvent les mauvaises personnes. De quoi parle-t-elle? Puis Olivia m'a dit que ce n'était pas elle que je devrais détester mais Stacy. Elle avait fait une chose terrible. Stacy était depuis longtemps une rivale de l'amie d'Olivia, Teresa. Il y a 2 mois, juste à la veille du concours de cheerleading de la ville,
Stacy a poussé Teresa aux répétitions. Après cela, Teresa ne pouvait même pas se lever. Les médecins ont dit que c'était une fracture vertébrale. Une intervention chirurgicale a même été nécessaire, mais Teresa n'avait pas d'argent. Tout cela ressemblait à un accident, alors Stacy a refusé de l'aider, mais Olivia savait toute la réalité de la situation. Elle est allée voir la police, mais ils ont dit qu'il n'y avait pas assez de preuves et que ses mots n'étaient pas suffisants. Alors Olivia a décidé de faire justice elle-même, de se faufiler à la maison de Stacy, de lui voler son argent. En même temps, elle lui apprenait une leçon. J'étais absourdi, les yeux d'Olivia étaient sauvages, elle était folle. Ça aurait vraiment pu être un accident. Ce n'était peut-être pas du tout la faute de Stacy. J'ai dit que nous devions récupérer l'argent, mais Olivia a crié que Stacy avait délibérément poussé Teresa et devait payer pour cela. À ce moment-là, j'ai su qu'Olivia était dangereuse. Je dois faire quelque chose. J'ai dit au revoir précipitamment, je suis parti et j'ai appelé la police. J'étais sûr d'avoir pris la bonne décision. Les flics sont venus rapidement, Olivia n'était pas encore allée loin, elle a été détenue. Je suis allé avec eux en tant que témoin. Nous avons passé 3 heures à la gare alors que je commençais à m'endormir sur ma chaise, Stacy fit irruption dans la pièce. Elle a jeté ses bras autour de moi et m'a dit avec enthousiasme que j'étais maintenant son héros. Je ne pouvais pas croire ma chance. J'ai serré Stacy. Mais elle s'est reculée, a regardé Olivia et a dit que c'est fini pour elle. Quand Olivia a été emmenée pour être interrogée, Stacy et moi avons été laissés seuls. Et puis j'ai demandé si c'était vrai qu'elle poussait son adversaire la veille de la compétition. Stacy a dit que la populace devrait connaître sa place et qu'elle sait se venger sans se faire remarquer. J'ai été absourdi. C'est toi qui as poussé Teresa. Stacy a juste souri. Quelle coquine elle était. Comment pourrais-je tomber amoureux d'elle? À ce moment-là, Olivia a été conduite devant nous, menottes au poignet. Je me suis précipité vers les policiers et leur ai demandé de libérer Olivia. Tout cela est une erreur. Une énorme erreur. Mais personne ne m'a écouté. Et maintenant, je suis dans le tribunal. Dans quelques minutes, le jury condamnera Olivia. Pendant l'enquête, Olivia ne m'a pas laissé tomber. Il s'est avéré qu'elle, contrairement à moi, sait tenir parole. Lorsque j'étais appelé comme témoin au procès, j'ai déclaré que je n'avais pas vu Olivia cette nuit-là. Je savais que je devais essayer de tout changer. Dans le couloir, j'ai remarqué le directeur de l'école, le père d'Olivia. Il pleurait. Je ne l'ai jamais vu comme ça auparavant. C'était insupportablement douloureux à regarder. Le jury est sorti pour conférer, chaque seconde me parut une éternité. Enfin, ils ont annoncé leur décision. Olivia a reçu 2 mois de travaux d'intérêt général pour avoir pénétré dans la maison de Stacy. J'ai également été envoyé pour trier les ordures pour avoir fait de fausses déclarations. Et donc, à la veille de la Saint-Valentin, nous sommes obligés de ramasser des bouteilles vides sur la piste. Ce n'est pas la chose la plus romantique, mais que pouvons-nous faire d'autre? Pendant le temps que nous avons passé ensemble, j'ai réalisé à quel point Olivia était cool. J'ai sorti une carte de la Saint-Valentin de ma poche et lui tendu à Olivia. Elle sourit et demanda « Alors, est-ce que tu te soucies vraiment de moi ?» C'était en fait un geste amical, mais pendant une seconde, je me suis demandé si je le faisais vraiment. Olivia est devenue quelque chose de plus important pour moi pendant cette période. J'ai secrètement, de mon père flic, ouvert un salon de tatouage dans notre garage. Ce jour-là, je feuilletais un fil d'actualité sur la criminalité en attendant un autre client. Wow! Il y a un maniaque dans la vie. Quel visage horrible. À ce stade, la porte grinça, je me suis retourné et me suis figé. Barbe, boucle d'oreille. Il était exactement comme sur la photo de l'actualité. Wow, cool. Mon esprit de détective est immédiatement entré dans le jeu. L'homme ne s'est pas présenté mais m'a seulement tendu la main. Là, dans la colonne étaient tatoués et barrés les noms de femmes. Merde. Pourquoi sont-ils tous barrés? J'ai dû rayer le dernier, Lucie. Mon nom préféré, c'était le nom de ma voisine. La plus belle fille du monde. J'étais amoureux d'elle pendant des années. Ouais, je n'avais que 13 ans et elle en avait 19. Alors quoi? En raison de ma fascination pour les détectives, je n'avais presque pas d'amis et tout le monde se moquait de moi. Mais les flics n'ont pas fait face ici. Il y avait un maniaque dans la ville, je l'attraperai et Lucie voudrait sortir avec moi tout de suite. Même un tremblait un peu sous le regard dur du barbu, il a demandé de terminer le plus tôt possible. J'étais encore terrifié par cette intonation calme, il se comportait comme si de rien n'était. Touche finale et c'est prêt. Je voulais exposer ce monstre et demander si toute la police du pays le recherchait, mais quelqu'un est entré dans le garage. Je me suis retourné, c'était Lucie. Mais elle ne m'a même pas regardé et s'est dirigée vers l'homme et l'a appelé Max. Ok alors, maintenant je connaissais son nom. Elle le serra dans ses bras, disant qu'il l'avait manqué. Et puis elle a ajouté méchamment, « Est-ce que tu aimes plus sortir avec les enfants qu'avec moi ?»« Quoi ? Elle parle de moi, n'est-ce pas ? » Et puis ça m'est venu. Elle est sortie avec ce Max, mais pourquoi a-t-il simplement rayé son nom ? J'étais abasourdi.
Lucie le conduisit par la main vers la sortie. Max a dit qu'il devait entrer dans le magasin et qu'une surprise l'attendrait le soir. Ils sont partis et j'étais paralysé par la pensée. Max voulait s'occuper de Lucie. On aurait dit qu'elle était la prochaine victime d'un maniaque fou. J'ai suivi discrètement Max. Il s'est dirigé vers le magasin de sport. Bizarre, je marchais entre les rangées en essayant de trouver. Et puis j'ai vu Max ramasser une batte de baseball. Maintenant je tais. J'ai sorti le téléphone pour obtenir une preuve photo, mais le clic de mon appareil photo a été entendu par tout le magasin. Max se retourna aussi et se dirigea rapidement vers le comptoir derrière lequel je me cachais. Le cœur sortait de ma poitrine. Que se passe-t-il si cette Hulk me trouve? Mais alors Max a été distrait par le vendeur. Je me suis précipité et je courus vers la maison de Lucie. Je la sauverai, elle saura ce que je suis vraiment. Et ceux qui se moquaient de moi, de mon père et de toute la ville aussi. Mais sur le pas de la porte, j'ai ralenti, j'ai cru craindre de lui parler encore plus que je ne craignais le maniaque. « Allez, tu peux !» me suis-je dit et j'ai frappé. Lucie a ouvert la porte et a immédiatement demandé « De quoi avez-vous besoin ?» J'ai rougi et bâillé que son petit ami était un maniaque. Lucie a ri, m'a caressé la joue et a dit que j'étais mignon, mais que je ne devais pas me mêler de la vie des gens. « Lucie, tu changeras d'avis en voyant ce que ton copain achetait au magasin. » J'ai sorti le téléphone, mais Lucie a demandé de ne pas gâcher la surprise et a immédiatement claqué la porte. Je suis rentré chez moi et j'ai vu la voiture de la police dans la cour. Mon père est revenu du travail. Malheureusement, je ne le voyais pas, un flic aussi cool que Sherlock Holmes. Et je me suis demandé si je devais lui parler de Max. Encore plus alors, papa serait au courant de mon salon de tatouage souterrain. Mais la vie de Lucie était en jeu. Je suis allé voir mon père et lui ai tout dit. Étonnamment, il était cool à ce sujet, mais j'ai dit que je devais, moi, regarder les films policiers. Et a également rajouté qu'il était illégal d'ouvrir un salon de tatouage à mon âge, et que je devrais conclure cette chose. Je le savais, il m'a toujours tout interdit. Mais après une petite pause, il ajouta mystérieusement qu'il avait déjà vu mon album tatoué, et pensait que j'étais doué mais uniquement en dessin, et les investigations devraient être gérées par des professionnels. Ensuite, il a promis qu'il ferait passer ce Max dans le système demain, et s'est allongé sur le canapé en regardant la télévision. Soudain, il y eut un rugissement du moteur à l'extérieur, j'ai regardé dehors. C'était le vélo de Max. Il s'est arrêté pour Lucie et l'a emmené quelque part. J'ai besoin de les rattraper. J'ai couru si fort que je m'évanouissais, je les perdais constamment de vue. Mais je l'ai quand même. Le vélo était garé devant un café abandonné et des bruits de bosses et de cris se faisaient entendre depuis l'arrière-cour. J'ai attrapé un bâton, j'ai marché autour du café et j'ai regardé prudemment derrière le coin. Que se passe-t-il ici? Max, pour une raison quelconque, avait les yeux bandés. Il avait déjà balancé sa batte. Non. Et puis j'ai remarqué une piñata, une balle remplie de bonbons. Arrêtez, qu'est-ce que tout cela signifie? À ce stade, mon père m'a appelé, Max se retourna au centre de la sonnerie et oh putain! À 3 sauts, il était à proximité et m'a attrapé par le capot. Je me suis balancé stupidement jusqu'à ce que je tombe au sol. Max a dit qu'il allait me ramener à la maison maintenant. Max a demandé à Lucie de l'attendre à la maison au lac. Il m'a mis de force sur le vélo et a murmuré de façon inquiétante que je l'avais empêché de dire au revoir à Lucie pour toujours. Quoi? Il cache même pas qu'il veut l'achever. J'ai besoin de preuves. Et puis j'ai remarqué le téléphone de Max sortir de sa poche. J'ai doucement essayé de l'obtenir, mais Max a crié de tenir fermement. Nous avons brusquement ralenti à l'intersection, je suis descendu du vélo, prétendument accroché à la veste de Max. Un coup de meurtrier, j'ai toujours son téléphone. Nous sommes allés à la maison et en voyant mon père, j'ai immédiatement couru vers lui. Papa, arrêtez-le, il a admis qu'il voulait en finir avec Lucie. Mais au lieu de cela, mon père m'a juste enfermé dans la pièce et a dit que j'étais assigné. Je n'allais pas abandonner si facilement et surtout j'avais une preuve solide. Le téléphone de Max et en effet c'était plein de discussions avec des filles. Je n'avais pas le temps de réfléchir alors j'ai ouvert la fenêtre et suis sorti avec précaution. J'avais besoin de sauver Lucie. Dans ces textes il y avait les coordonnées de la maison d'hôte au bord du lac dont Max parlait. Mais c'était à 2 heures de route. Comment puis-je y arriver? Il n'y avait pas de taxi la nuit. Et puis la voiture de mon père a attiré mon attention, je pourrais me retrouver en prison pour ça, mais j'étais prêt à tenter ma chance, la vie de Lucie comptait plus que ça. Je suis monté dans la voiture et j'ai voulu la démarrer, mais j'ai accidentellement activé la sirène. Oh, pas ce bouton! Mon père est immédiatement sorti de la maison et a couru vers moi en hurlant. J'ai rapidement démarré la voiture et parti. Je vais sauver Lucie, je vais révéler Max et tu comprendras tout, papa! 2 heures plus tard, j'étais déjà près du lac et j'ai laissé la voiture pour ne pas me faire remarquer. J'ai vu dans les films qu'il le faisait, mais mes jambes ont refusé de partir. J'ai expiré, si je finis par mourir aujourd'hui, alors au moins je meurs autant que héros. Je me suis précipité vers la maison, mais quelqu'un m'a attrapé par derrière, me serrant la bouche, c'était Max. Terrifié, j'ai essayé de fuir, mais il m'a seulement serré plus fort et a commencé à chuchoter.
Lucie était derrière lui et maintenant nous étions tous les deux en danger. Je ne croyais plus un mot. Dès que la prise de Max s'est relâchée, j'ai crié de toutes mes forces. « Lucie, sauve-toi !» Et puis elle est apparue, cheveux inclinés, regard fou, chauve-souris à la main. « Va à la maison, dit-elle à Max. » Et lui, pâlissant, se dirigea vers la porte. J'étais tellement content qu'elle soit en vie, mais Lucie me siffla. « D'où viens-tu, petit gamin ?» Elle a attrapé ma main et m'a traîné jusqu'à la maison. Je n'ai rien compris. En fermant Max, elle m'a traîné dans la pièce voisine et il n'était pas possible de sortir. Lucie me tenait fermement les mains. En m'attachant à une chaise, elle, aussi folle, a répété qu'elle était sûre de l'amour de Max. Et il a décidé de la larguer. Elle a perdu tellement de temps, s'est débarrassée de toutes ses copines, et il était sur le point de la larguer. C'est tout, maintenant il paierait sa souffrance. Alors, Lucie était-elle maniaque? Cette pensée m'a fait frissonner. Lucie est partie, et de la pièce voisine, il y avait des cris et des grondements. Je devais faire quelque chose. Bien ligoté, je ne pouvais rendre la chaise branlante que dans l'espoir qu'elle tomberait se briserait. Je savais que cela fonctionnait parfois dans les détectives, je me suis poussé avec mes pieds et je suis tombé sur le dos. La chaise s'est avérée solide. Attaché à une chaise, j'essayais encore de m'approcher de la porte. Je l'ai à peine ouverte du pied et j'ai rampé jusqu'à la pièce où se trouvait Max. J'ai commencé à frapper la porte avec mon pied et à la fin le bois s'est fissuré. À travers la fente, j'ai vu le visage enragé de Lucie. « Max, cours !» J'ai essayé de crier. Mais Max ne m'a pas entendu et s'est évanoui. « Lucie, qu'est-ce que tu as fait de lui ?» Lucie ouvrit la porte de façon spectaculaire. « Tu en sais déjà trop, crétin !» J'ai fermé les yeux. Soudain, il y eut des sirènes. « Police !» Lucie a tenté de s'échapper mais a été rapidement appréhendée par les policiers. Mon père a aussi marché parmi eux. C'était étrange, mais papa avait l'air si cool. Lucie a été immédiatement détenue. Papa m'a dit lié et a dit que je venais de sauver la vie de Max. J'étais tellement reconnaissant à mon père pour son aide, mais comment m'a-t-il trouvé? C'est avéré que toutes les voitures de la police étaient équipées de balises, donc ce n'était pas difficile. Sur le chemin du retour, papa a dit que j'avais un flair pour les criminels, tout comme il l'avait fait dans sa jeunesse. Je n'ai rien compris, qu'en est-il de cette photo d'actualité? C'était Max. Papa a éclaté de rire et a dit que toutes les barbes étaient similaires. Je devais faire attention quand je blâmais quelqu'un. Quelques semaines plus tard, papa a attrapé un vrai maniaque et Lucie s'est avéré n'avoir rien fait de cela aux filles de Max. Elle les a seulement intimidées en les forçant à rompre avec lui. Alors j'ai vite fermé le salon de tatouage et plongé dans les valises. J'ai décidé de dessiner uniquement pendant mon temps libre. Pour l'instant, je me prépare activement pour être admis à l'académie de police. Et un jour, Max est venu chez moi, nous nous sommes étreints comme de vieux amis, nous avions vécu tellement de choses ensemble. Et puis, il a dit qu'il était venu pour un nouveau tatouage, et même si je ne l'ai plus fait, Max m'a convaincu en disant que c'était très important pour lui. J'ai demandé quel nom nous tatouerions cette fois, Max m'a répondu brièvement la vôtre. C'était la seule raison pour laquelle il croyait encore aux gens, il n'oublierait jamais comment je l'ai sauvé. Et les filles le larguaient tout le temps. Il ne sait rien, je lui ai dit que Lucie était à blâmer pour avoir rompu avec les filles. Max était stupéfait, il a dit qu'il avait déjà pratiquement perdu confiance en lui, mais maintenant il comprenait pourquoi toutes les filles l'avaient laissé tomber. « Merci mon pote », dit Max. Puis je lui ai avoué que j'avais tort aussi quand je l'ai pris pour un maniaque et quand je pensais qu'il était possible d'attraper des criminels comme dans des films. Maintenant j'ai décidé de changer de vie et de m'inscrire dans une académie de police après l'école. Après cela, Max m'a sévèrement serré la main et m'a dit qu'il croyait que je serais définitivement un vrai flic. Le soir, je me suis rendue à l'adresse que m'avait donnée le détective. Aussitôt rentrée dans la pièce, j'ai aperçu des sans-abri dans des vêtements sales. S'agit-il d'un refuge? L'un d'entre eux a attrapé ma main. Je l'ai regardé quelques instants et j'ai fini par le reconnaître. Il s'agissait de mon mari, Jim. Il y a un an de cela, il est parti en voyage d'affaires, puis il a disparu. Pour être tout à fait honnête, je n'ai même pas été triste, étant donné qu'on s'était éloigné. Il était constamment rivé sur son ordinateur et ne me prêtait aucune attention. Jim est un génie de l'informatique. Il a créé je ne sais quel programme, l'a vendu à une grosse firme et est devenu millionnaire. Puis il a perdu tout l'argent gagné. Il disait que tout ce qu'il y a de plus précieux devait rester dans le coffre-fort. J'ai essayé tant bien que mal d'avoir le code du coffre, mais ça n'a pas porté ses fruits. Quand Jim a disparu, j'ai décidé de trouver celui qui me valorisera. J'ai commencé à fréquenter les boîtes de nuit et j'ai rencontré un gentil acteur au nom de Robert. Il aimait faire la fête à l'inverse de mon ex-mari. Mais avec ce train de vie, l'argent a vite commencé à manquer. Robert a donc eu l'idée d'engager un détective afin de retrouver Jim. Tout ceci dans le but de connaître le code du coffre-fort. Aujourd'hui, le détective a enfin pu trouver Jim. Sauf qu'il a oublié de mentionner qu'il était désormais un sans-abri. Je voulais connaître le code, mais je ne voulais pas le questionner devant les autres. C'est pourquoi je l'ai arraché, avec difficulté, des autres sans-abri. Je l'ai sorti dehors et fait rentrer dans la voiture. Jim était contre, mais j'en avais rien à faire.
Sur le chemin, je ne laissais pas Jim en placer une. En lui racontant à quel point j'ai souffert sans lui. J'ai également rajouté que tout mon argent est parti pour le paiement du détective et qu'il me fallait le code du coffre afin de payer mes factures. Mais Jim m'a interrompu en me demandant qui j'étais et à quel coffre-fort je faisais allusion. J'ai arrêté soudainement la voiture. Comment ça, qui je suis? Je suis ta femme. T'as des trous de mémoire? Jim est resté silencieux. Arrivé à la maison, je l'ai tout de suite amené au coffre. Alors, qu'est-ce que tu restes planté devant? Fais le code, il n'a que 4 chiffres. Jim a saisi le code, mais ce dernier était faux. Je ne me souviens de rien du tout, a rétorqué tristement Jim. Alors, il a des trous de mémoire pour de vrai? Ça, c'est une surprise. Je n'avais pas d'argent pour l'amener chez le médecin, alors j'ai décidé de raviver sa mémoire avec notre photo qui était posée sur la table. Tu vois, là, c'est moi, ta femme. Essaye de t'en souvenir. Soudain, il a souri et m'a répondu qu'il se souvient de cette photo. C'était le jour où on avait fait du catamaran ensemble. Et là, Jim m'a regardé attentivement et m'a dit « Les chiffres du code ont pour signification des événements importants de ma vie. Et je crois que le premier chiffre est en rapport avec cette balade en catamaran. » Super! Alors demain, nous irons au parc. Je t'aiderai à t'en souvenir, mon cher. Il va juste falloir prendre une douche. J'ai envoyé Jim se coucher. Berk, quel imbécile! Bientôt, Robert et moi lui prendrons tout son argent et serons heureux. Le lendemain matin, Jim m'attendait à la voiture. Il était propre, rasé de près et bien habillé. Mais enfin, faudrait mieux qu'il se souvienne du code et qu'on en finisse. Dans le parc, Jim me faisait faire des détours. Oui, Jim, c'est très beau, mais peut-être que tu vas finir par te souvenir du premier chiffre du code. Jim a eu pour excellente idée de faire une promenade sur des catamarans délabrés. Tout en grinçant des dents, j'ai fini par monter sur le bateau. L'argent mérite que je transpire un coup. Sur le catamaran, j'ai dû esquiver tellement de gouttes. Jim l'a remarqué et a fait en sorte d'aller encore plus vite. Non mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas ruiner ma coiffure. J'ai crié afin que Jim fasse demi-tour immédiatement. Mais il était bien trop occupé à contempler des cygnes. Ma patience atteignait ses limites. Je me suis levée pour lui dire ce que je pense, mais le bateau m'a fait trébucher et je suis tombée à l'eau. À l'aide, je ne sais pas nager, je commençais à couler de plus en plus et la dernière chose que j'ai entendue, c'était un sourd éclaboussement. Quand je me suis réveillée, j'ai vu Jim, en quai. Il était tout mouillé et il m'a dit qu'il a eu du mal à me sortir de l'eau. Je l'ai repoussé tout de suite. « Tout ceci est ta faute !» « Le premier chiffre, c'est 2, m'a répondu joyeusement Jim. « Tel le coup d'un cygne. »« Quoi ? Et qu'en est-il des autres chiffres ?» Jim a seulement haussé les épaules. « D'accord, au moins ça, mais là j'ai vraiment besoin d'un bain chaud. » Arrivé à la maison, je me suis enfermée dans la salle de bain et j'ai appelé Robert. Qu'est-ce qu'il m'avait manqué? Mais il m'a coupé court et m'a demandé des nouvelles du coffre. En apprenant que je n'avais toujours pas le code, il m'a donné l'ordre de me dépêcher. J'entendais de la musique. Je me suis sentie triste de le savoir à une fête sans moi. Je me suis remotivée, mais il me restait plus grand-chose à faire. Quand je suis sortie, Jim a remarqué que j'étais triste. Il a essayé de me faire un câlin, mais je l'ai repoussé. Il vaudrait mieux que tu te souviennes du code, bientôt nous n'aurons plus rien à manger. Comment l'aider à se souvenir du code? J'ai une idée. J'ai sorti notre album et j'ai joué le rôle de la femme inquiète. Je faisais défiler les photos, mais Jim ne réagissait pas. Mais comment t'as pu oublier tout ça? Et là, il m'a montré une photo du Grand Canyon. Il croit bien que lors de ce voyage, il a imaginé le deuxième chiffre de la combinaison du code. Sans tarder, j'ai loué une Jeep et un guide mexicain. J'espère que je ne dépense pas pour rien nos dernières économies. Qu'il se souvienne enfin de ce foutu code. 3 heures de balade dans le canyon. Le guide nous faisait une excursion dynamique et Jim contemplait bêtement les paysages. Lorsqu'on s'est arrêté au bord d'une falaise, le Mexicain nous a proposé de faire une photo. Jim était ravi. Mais moi, je ne le sentais pas trop. Ce mec regardait bizarrement mon sac. À peine sorti de la voiture, j'ai senti que quelqu'un me poussait dans le vide. « Donne-moi ton sac ou je te pousse !» Le Mexicain était derrière nous. Je regardais dans le vide, encore un pas, et on y était. Jim m'a chuchoté. « N'aie pas peur. » Et soudain, il l'a mis à terre. « Jim, qu'est-ce que tu fais ?» Pendant qu'il essayait de maîtriser le Mexicain, j'essayais d'appeler à l'aide. Mais quand je me suis retournée, j'ai vu le guide s'échapper. Jim a couru vers moi en me demandant si tout allait bien, alors que lui-même saignait du sourcil. Et c'est là où je me suis rappelé pourquoi je m'étais mariée avec Jim. Il n'avait pas encore d'argent, mais je savais qu'avec lui, j'étais en sécurité. Jim m'a prise par la main en disant « Regarde ce coucher de soleil ». J'ai regardé le ciel et j'en ai perdu mes mots.
À cause de ce foutu Mexicain, on a failli rater cette beauté. On s'est assis au bord de la falaise jusqu'à ce que le soleil se couche totalement. J'ai attendu longtemps, mais Jim ne s'est souvenu de rien. Quand l'obscurité était presque totale, j'ai attrapé Jim par la main en lui rappelant qu'il est temps de partir. Allez viens, le monde a d'autres beautés à t'offrir. Jim s'est levé soudainement et m'a remercié de l'avoir aidé. Il a toujours dit que le Grand Canyon était la 8e merveille du monde. Le 2e chiffre de la combinaison est 8. De joie, je me suis mise à enlacer Jim. Bientôt on pourra ouvrir ce foutu coffre. Une fois rentrée, j'ai parcouru notre album photo. Je voulais trouver les autres endroits ayant été importants pour Jim. Lorsque je feuilletais les pages, à mon grand étonnement, j'ai remarqué que Jim et moi étions heureux. Il n'était pas question d'argent. Cependant, aujourd'hui, il y a Robert. Tous mes souvenirs avec Jim, c'est du passé. Et moi, je vis dans le présent. Le lendemain matin, Jim m'a amené faire un tour. Encore de la marche? J'en avais un peu marre. Mais il m'a dit avoir une idée derrière la tête. Toute la journée, nous avions arpenté les rues et je rêvais de m'asseoir. Heureusement, on arrivait devant un parc. J'ai foncé m'asseoir sur le premier banc. Et c'est là que Jim m'a demandé mystérieusement si j'avais souvenir de cet endroit. Ces mots m'ont donné des frissons. Il s'agissait de l'endroit de notre rencontre. Mais quel jour c'était déjà? Ça y est, je me souviens, le 26 avril. Jim m'a dit être très touché que je me sois souvenu de la date, avant de rajouter que 2 et 6 sont les 2 chiffres restants de la combinaison. C'est ce que lui dit son cœur. Il s'est rapproché de moi. Veut-il m'embrasser? On a été interrompu par l'appel de Robert. Mince, pas maintenant. J'ai décliné l'appel, mais Jim l'a remarqué. Il m'a demandé qui c'était. J'ai ricané en disant qu'il s'agissait d'une publicité. Nous marchions en silence vers la maison. Je ne comprenais pas pourquoi j'ai décliné l'appel de Robert. Je voulais rester avec Jim. Je n'ai pas remarqué qu'on était déjà arrivés devant nos maisons. Tout de suite, j'ai pensé au coffre. Il était temps pour moi d'en finir. Soudain, j'ai entendu un bruit assourdissant venant du bureau où se trouvait ce fameux coffre. J'ai ouvert la porte et aperçu Robert avec un brûleur à gaz à la main. Il essayait d'ouvrir la porte du coffre fort. Lorsqu'il m'a vu, il s'est arrêté un instant et m'a rétorqué, nerveusement. « Tu ne me sers à rien, je vais le faire moi-même. » Robert a allumé le brûleur et a continué ce qu'il avait entamé. La porte a fini par céder et s'est ouverte. Pendant ce temps, Jim observait ce qui se passait. Robert et moi étions sous le choc. On a regardé à l'intérieur, mais il n'y avait rien. Seulement une photo de notre mariage avec Jim. Attends. Je me suis retournée vers Jim et je lui ai demandé « C'est donc ça que tu appelais ce qu'il y a de plus précieux ?» Il a souri. J'ai eu un pansement au cœur. Jim, déçu, a expliqué qu'il a toujours planqué l'argent dans le sous-sol. Vous pouvez aller le récupérer, il est en bas, dans 2 vieilles valises. Puis il a rajouté en murmurant « Je me souviens de tout. Dommage que tout ce qui t'emporte dans la vie, c'est l'argent. » Jim est parti, Robert s'est précipité joyeusement en bas, et moi, je n'arrivais plus à bouger. Rapidement, Robert a monté les valises avec l'argent et m'a traîné vers le taxi. « Vite, à l'aéroport, avant que cet idiot ne change d'avis et nous rattrape », a dit Robert. Dans le taxi, je n'arrêtais pas de penser. Cette photo et tous ces chiffres en lien avec nos souvenirs, donc c'était réellement ce qu'il y avait de plus précieux. J'étais donc chère à Jim. Comment je ne l'ai pas remarqué toutes ces années? Aussitôt arrivé, Robert a attrapé les valises avec l'argent et il est sorti du taxi. « Allez, sors de là, on doit y aller !» a-t-il crié mécontent. Mais j'étais encore dans mes pensées et je ne pouvais pas bouger. Il m'était difficile de passer à autre chose. Robert a donc rajouté qu'il va continuer seul. Après tout, il avait tout l'argent. Et c'est là que tout est devenu clair. Pourquoi il s'est donné autant d'efforts? Rapidement, j'ai fermé la portière et donné l'ordre au taxi. Nous faisons demi-tour. J'ai compris qui m'aimait vraiment depuis tout ce temps. Il n'y avait plus personne à la maison. Je ne savais pas quoi faire. Puis je me suis souvenu comment Jim disait au revoir à ses amis les sans-abri. Peut-être était-il là-bas? Je parcourais le refuge sans prêter attention à la puanteur et à la saleté. Sur le point de partir, mais j'ai vu quelqu'un dans un coin. Je me suis approchée silencieusement. C'était Jim. Je suis jetée sur lui et à genoux, je lui ai demandé pardon. « Comment j'ai pu être si stupide, Jim? Tu m'aimais plus que tout. Comment j'ai pu le manquer ?» J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Jim m'a serré fort contre lui. Il s'est excusé de ne pas avoir été attentionné avec moi. Quand il s'est souvenu, Jim a eu honte et il a décidé de me rappeler comment nous étions heureux ensemble, même si on ne le remarquait pas toujours. Toujours enlacés, on est sortis du refuge et on s'est précipité dans le parc sur notre fameux banc. Et là, Jim m'a dit « Si tu veux, on peut aller s'amuser en boîte ?» Mais j'avais une meilleure idée.
Que dirais-tu plutôt de se manger un hot dog et se balader dans notre parc jusqu'au petit matin? T'as aimé cette vidéo? Alors abonne-toi et like la vidéo. Supporte notre chaîne. Merci.